Darius Washington avait 41 ans quand un homme a pointé un pistolet chargé de calibre 45 directement sur sa poitrine et lui a ordonné de partir. L'homme se tenait devant la femme de Darius dans un luxueux condominium qui n'était pas le sien, s'attendant à ce qu'un mari dévasté tressaille, batte en retraite et disparaisse. Ce qu'il a obtenu en retour, ce fut le silence, puis un rire. Pas un rire nerveux, ni incrédule. Le rire lent et sincère d'un homme à qui l'on venait de donner exactement ce dont il avait besoin. Car Brett Callaway avait fait une erreur de calcul catastrophique. Il avait passé des mois à coucher avec la femme d'un autre homme, à voler dans l'entreprise d'un autre homme, et à construire un plan qu'il croyait infaillible. Il avait catalogué Darius Washington comme étant un homme calme, effacé, une cible sans risque. Il n'avait aucune idée que l'homme qui se tenait calmement devant le canon de ce pistolet avait passé 12 ans comme opérateur des forces spéciales de la marine. Ce qui s'est passé dans les 2 secondes suivantes, Brett ne l'a jamais vu venir. Et de ce que Darius a mis en mouvement après cela, Brett ne s'en remettrait jamais. Avant de plonger dans l'histoire, commentez pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez et abonnez-vous, car l'histoire de demain est une que vous devez entendre. La barre de traction était froide à 7 heures du matin. Darius Washington s'en moquait. Il a saisi l'acier, a expiré, et a tiré. Son corps montait et descendait avec ce genre de rythme facile qui n'avait rien à voir avec l'effort. 41 ans, et son corps se souvenait encore de chaque chose que la Navy lui avait fait subir. Certains matins, cela ressemblait à un fardeau. La plupart des matins, c'était un cadeau. Le quartier de Cascade Heights se réveillait lentement autour de lui. Une tondeuse à gazon 2 maisons plus loin, l'odeur du charbon de bois de quelqu'un qui s'allumait tôt. Un enfant à vélo passant devant le portail au bout de l'allée, ne remarquant pas l'homme qui bougeait dans le jardin avec la concentration silencieuse de quelqu'un qui avait autrefois fait cela dans le noir. Dans des pays étrangers, pour des raisons dont il ne pouvait toujours pas parler lors des dîners, il a fait 25 répétitions de plus. Puis il s'est laissé tomber sur l'herbe, s'est redressé, et a regardé la terrasse qu'il avait construite de ses propres mains 3 étés auparavant. Patricia en voulait une. Il avait passé 4 week-ends à mesurer, couper et la marteler pour lui donner vie. Pas parce qu'il le devait, pas parce qu'il essayait de prouver quelque chose, mais parce qu'elle le voulait. C'était toute la raison. C'était généralement toute la raison. Darius Washington n'était pas un homme compliqué, bien que les gens le prenaient parfois pour tel. Il dirigeait le Washington Tactical Group depuis un bureau propre et bien organisé dans le centre-ville d'Atlanta, 3 jours par semaine là-bas, 2 jours de travail depuis le bureau à l'arrière de la maison. Le cabinet s'occupait de conseils en sécurité pour des contrats gouvernementaux et des clients du secteur privé, et il était passé d'une opération d'un seul homme à une équipe de 12 personnes uniquement grâce à sa réputation et à ses résultats. Il conduisait un camion de 7 ans. Il ne possédait ni bateau ni résidence de vacances. Il portait le même style de vêtements simples et bien ajustés qu'il portait depuis qu'il avait quitté l'armée. Il avait été un Navy SEAL pendant 12 ans. Il n'en parlait pas non plus lors des dîners. La première chose que les gens remarquaient chez Darius était son immobilité, pas sa froideur. Il était chaleureux avec les gens en qui il avait confiance, facile à faire rire, sincèrement intéressé par la vie des autres. Mais il y avait une qualité sous-jacente à tout cela, quelque chose de posé, de calme et d'impossible à ébranler qui faisait que les étrangers choisissaient leurs mots avec plus de soin qu'ils ne s'y attendaient. Ces hommes au cabinet l'appelaient Stillwater. Il les avait entendus le dire une fois et ne l'avait jamais reconnu, ce qu'il comprenait parfaitement. Il avait épousé Patricia Holloway il y a 8 ans, et il l'aimait comme il faisait la plupart des choses qui comptaient, sans annonce, sans mise en scène, dans le langage quotidien et constant des actions. Il avait déménagé le bureau principal du Washington Tactical Group au centre-ville quand elle avait trouvé l'emplacement de son spa à Buckhead. Il avait avancé $60 000 de capital de départ sans sourciller et avait en plus garanti un prêt personnel. Il avait construit la terrasse. Il avait appris quel vin elle préférait avec quel repas, et il s'assurait d'avoir les 200 qu'on le lui demande. Il n'était pas un homme qui avait besoin de reconnaissance pour tout cela. Il avait juste besoin que cela signifie ce qu'il pensait que cela signifiait. Patricia est descendue à 10h15. Darius était à l'îlot de cuisine avec son 2e café, examinant une proposition de contrat sur son ordinateur portable. Il a levé les yeux. Elle portait un chemisier en soie qu'il avait vu dans un sac de courses 2 semaines auparavant, encore froissé par le pli, un pantalon foncé, des talons qui n'étaient pas ses chaussures habituelles. Elle était coiffée. Ses boucles d'oreilles étaient les petites en or qu'elle gardait pour les soirées.
Je rencontre un client, dit-elle en prenant ses clés sur le crochet près de la porte. Je ferai peut-être quelques courses après. Elle s'est approchée de lui et l'a embrassé sur la joue. Le parfum était le bon. D'accord, dit-il. Elle lui a fait un sourire éclatant. Facile, le sourire qu'elle avait depuis le jour où il l'avait rencontré. Et puis elle est sortie. Il a entendu sa voiture démarrer dans l'allée. L'a entendu reculer et s'éloigner dans la rue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il a regardé de nouveau son ordinateur portable. Il ne catastrophait pas. Il n'était pas fait pour ça. Ce pourquoi il était fait, c'était l'observation, la rétention et la patience. Et donc il a simplement classé ce qu'il avait vu de la même manière qu'il classait tout, propre et précis, dans la partie de son esprit qui tenait des registres sans qu'on le lui demande. Il a passé le reste de la journée à travailler. Patricia est rentrée à 18h40, vague sur son après-midi. Le client avait pris plus de temps que prévu. Elle avait mangé un morceau en sortant. Elle semblait bien, même détendue. Elle a enlevé son chemisier en soie et lui a posé une question sur sa semaine. Et il a répondu. Et la soirée s'est déroulée comme les soirées se déroulent dans les maisons où deux personnes sont à l'aise l'une avec l'autre. Il a fait la vaisselle. Elle a regardé quelque chose dans le salon. Il était en train de sécher un verre quand il l'a vu sur le comptoir de la cuisine. Un téléphone, pas son téléphone habituel, qui était sur le bras du canapé. Un deuxième téléphone, plus petit, un modèle plus ancien, l'écran encore allumé. Déverrouillé. Il a posé le verre. Il a pris le téléphone, a lu le premier message, a lu le second. Maintient Darius calme jusqu'à la fin du T3. On ne peut pas le laisser regarder le compte avant que le virement ne soit effectif. Il a reposé le téléphone. Exactement où il était, il s'éclaircit la gorge exactement sous le même angle. Il est allé au garage et a fermé la porte derrière lui. Il s'est assis dans le noir. Le garage sentait l'huile de moteur et le béton sec. Darius est resté assis dans le noir, les mains sur les genoux, sans bouger pendant un long moment. Il ne paniquait pas. La panique était quelque chose qui arrivait aux gens qui n'avaient pas été préparés à de mauvaises informations. Il avait passé 12 ans à recevoir de mauvaises informations dans de mauvais endroits et à apprendre à les encaisser sans broncher. L'entraînement ne disparaissait pas. Il se taisait simplement jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Il a repassé les messages dans son esprit, mot pour mot, de la manière dont on lui avait appris à retenir des renseignements. Exact, sans fioritures, dépouillé de tout sauf de ce qui était réellement là. Maintient Darius calme jusqu'à la fin du T3. On ne peut pas le laisser regarder le compte avant que le virement ne soit effectif. Pas tu me manques. Pas quand puis-je te voir? C'était la partie qui comptait. C'était la partie avec laquelle il est resté assis dans le noir jusqu'à ce qu'il en comprenne toute la portée. Une liaison, il aurait pu lire ça dans ses messages et le reconnaître encore comme quelque chose d'humain, de faible, de douloureux, mais humain. Les gens faisaient cette erreur particulière tout le temps. Mais ce n'était pas ce que ces mots signifiaient. Ces mots étaient un calendrier, une coordination, un nœud qui avait un plan attaché. Quelqu'un avait regardé son mariage et y avait vu un échéancier. Il a inspiré. Il a expiré. Il est retourné à l'intérieur, s'est lavé les mains à l'évier de la cuisine, et a regardé les 20 dernières minutes de ce que Patricia regardait dans le salon. Quand elle a dit qu'elle allait se coucher, il a dit qu'il monterait dans un petit moment. Elle l'a embrassé sur le sommet de la tête en passant. Il n'a pas beaucoup dormi, mais il est resté immobile toute la nuit. Les jours qui ont suivi ont été un exercice d'une discipline particulière. Darius ne l'a pas confronté. Il n'a pas posé de questions dont elle pourrait se souvenir plus tard. Il a observé. Il avait passé des années dans des environnements où la mauvaise réaction pouvait faire tuer des gens. Et il comprenait que la chose la plus dangereuse qu'il pouvait faire maintenant était de lui faire savoir ce qu'il savait. L'information n'était utile que tant que l'autre partie ne savait pas que vous la possédiez. Patricia était douée. Il devait le lui reconnaître. Elle était chaleureuse le matin. Elle posait des questions sur ses contrats, riait de ses histoires, cuisinait de soirs où elle n'y était pas obligée. Elle jouait la normalité comme une professionnelle le fait, de si profond dans son rôle que cela paraissait sans effort. Il l'a regardé manipuler son téléphone habituel avec une aisance totale. Le deuxième téléphone n'est jamais réapparu sur le comptoir. Il a remarqué qu'elle le consultait dans la voiture. Il pouvait le deviner à l'angle de son épaule quand elle pensait qu'il ne regardait pas par la fenêtre.
Il a tout classé. Il n'a rien dit. Le 4e jour, il a appelé Kevin. Kevin O'Malley a décroché à la 2e sonnerie, comme toujours. J'ai besoin que tu fasses des recherches sur un nom pour moi, a dit Darius. Brett Callaway, immobilier dans la région d'Atlanta, je crois. Une courte pause. Kevin n'a pas demandé pourquoi. C'était une des choses que Darius appréciait le plus chez lui. Il comprenait la différence entre les questions qui aidaient et celles qui ne faisaient que combler le silence. Donne-moi une journée, a dit Kevin. Il lui a fallu 18 heures. Brett Callaway, 44 ans, promoteur immobilier opérant depuis un bureau de Buckhead. Plusieurs sociétés à responsabilité limitée, LLC, enregistrées dans les comtés de Fulton, Cobb et de Kalb. Un projet de condominium de luxe en cours à Sandy Springs. A hérité de son capital de base du portefeuille immobilier de son père, a bâti dessus avec des résultats variables. Marié à Judith Callaway, 51 ans, vieille fortune d'Atlanta. Kevin a lu le résumé au téléphone d'un ton plat et efficace, celui d'un homme qui avait autrefois briefé des généraux. Autre chose que tu as besoin sur lui, a demandé Kevin quand il a fini. Pas encore, a dit Darius. Je te tiendrai au courant. Il a mis fin à l'appel et a cherché l'adresse de Sandy Springs sur son ordinateur portable. Le projet s'appelait le Marlowe, un immeuble de verre de 16 étages, encore en construction aux étages supérieurs, avec des appartements témoins ouverts au 3e et 4e étage. Le site web présentait des rendus d'intérieur qui semblaient chers et délibérément anonymes. Il a repensé aux messages, aux comptes, aux virements. Il a repensé aux chemisiers en soie et aux bons parfums un samedi matin. Il a repensé à 4 week-ends avec un mètre ruban et une scie à onglets, à construire quelque chose de ses mains parce qu'elle le voulait. Puis il a arrêté d'y penser et a commencé à surveiller. Il a confirmé le schéma en 3 jours. Mardi, jeudi, samedi. Patricia lui a dit mardi qu'elle rendait visite à un fournisseur. Jeudi, c'était une consultation client. Samedi, des courses. Chaque fois, elle se rendait à la même adresse à Sandy Springs. Chaque fois, elle restait entre 40 minutes et 2 heures. Chaque fois, elle rentrait détendue et facile, avec une histoire toute prête. Il l'a regardée sortir de l'allée pour la 4e fois un jeudi après-midi. Il est resté assis dans son camion au bout de la rue et a regardé ses feux arrière disparaître au coin. Il a attendu 5 minutes. Puis il a démarré le moteur. Il n'a appelé personne. Il a conduit seul. Le Marlowe n'avait pas de portier les après-midi de semaine. Darius est entré par l'entrée latérale du parking. Celle qui menait à la cage d'escalier. Un panneau plastifié sur la porte disait « Appartement témoin, étages 3 et 4. Bienvenue ». Il a pris les escaliers. Vieille habitude. Les ascenseurs vous enfermaient et annonçaient votre arrivée. Les escaliers vous donnaient quelques secondes d'informations supplémentaires avant que quiconque ne sache que vous étiez là. Ses pas étaient silencieux sur le béton. Pas un silence prudent, celui qui trahit l'effort, juste silencieux. La façon dont il se déplaçait dans chaque pièce où il était entré à titre professionnel, présent, sans hâte, lisant l'espace au fur et à mesure. 4e étage. La porte de l'escalier s'ouvrait sur un couloir moquetté qui sentait la peinture fraîche et l'air manufacturé. 4 portes d'appartement, toutes fermées sauf celle tout au bout. Celle-ci était entr'ouverte d'environ 15 cm. De la lumière à l'intérieur. Des voix basses. Il s'est approché et l'a poussé. Il s'éclaircit la gorge. L'appartement témoin était meublé pour donner l'impression que quelqu'un y vivait. Meuble gris pâle. Suspension au-dessus d'un îlot de cuisine qui n'avait jamais servi. Une baie vitrée du sol au plafond donnant sur Sandy Springs, le soleil de l'après-midi la traversant de biais et dessinant une longue bande lumineuse sur le sol. Patricia se tenait près de la fenêtre. Elle l'a vu la première. La couleur a quitté son visage si vite que c'était comme regarder un interrupteur basculer. Sa bouche s'est ouverte et aucun son n'en est sorti. Sa main, qui reposait sur le comptoir de la cuisine, est tombée le long de son corps comme si elle était soudainement devenue trop lourde. Brett Callaway se tenait entre l'îlot et le salon, plus près de la porte. Il était plus grand que sur ses photos, large de poitrine, le visage rougeau des hommes qui passent du temps à l'extérieur à faire des choses qui ne sont pas de l'exercice. Il portait une chemise à col avec les manches retroussées et la posture particulière d'un homme qui n'avait jamais envisagé que l'énergie d'une pièce puisse ne pas se plier à sa volonté. Il a regardé Darius. Puis il a fait un pas en avant.
C'est une propriété privée, dit-il. Sa voix était forte, plus forte que nécessaire, comme le deviennent les voix quand elles essaient de faire le travail que la confiance est censée faire. Vous devez faire demi-tour. Darius n'a pas cessé de marcher. La main droite de Brett s'est glissée sous sa veste. Et puis il y a eu un pistolet de calibre 45 pointé sur la poitrine de Darius. J'ai dit, ne bougez pas. La pièce est devenue complètement silencieuse. Et puis Darius a ri. Ce n'était pas un rire court ou nerveux. Il venait de quelque part de profond et de réel, chaleureux et sans hâte. Le rire d'un homme qui vient de recevoir une nouvelle qu'il attendait déjà mais qu'il trouve sincèrement drôle. En tout cas, il a rempli la pièce meublée sentant la peinture, a rebondi sur les meubles gris et est allé jusqu'à la fenêtre où Patricia se tenait, la main toujours le long de son corps. La mâchoire de Brett s'est crispée. J'ai dit. Je vous ai entendu. Darius marchait toujours. Pas vite, sans charger. Juste en marchant de la même manière qu'il était venu dans le couloir, de la même manière qu'il avait monté les escaliers. Votre doigt est sur la détente. C'est comme ça que les accidents arrivent. Les yeux de Brett ont baissé. Pas complètement, juste une fraction. Juste le petit regard involontaire d'un homme dont l'attention avait été redirigée par la chose qu'il s'attendait le moins à entendre. Cette fraction de seconde était exactement suffisante. La main gauche de Darius est montée et a traversé, non pas pour saisir, mais pour rediriger, orientant le canon vers le haut et vers l'extérieur en un seul mouvement fluide, loin de tout ce qui avait une personne derrière. Sa main droite a trouvé le poignet de Brett au même moment, et il a appliqué le levier spécifique qui ne nécessitait pas de force, juste de la géométrie, et la compréhension précise de l'endroit où une articulation n'est pas conçue pour se plier. Brett a émis un son, court et sec, pas tout à fait un mot. L'arme s'est libérée. Darius a reculé. L'ensemble de l'action a duré environ 2 secondes. Il a fait tomber le chargeur de la poignée. Il a heurté la moquette. Il a actionné la culasse et la balle chambrée est tombée à sa suite, atterrissant près de la plinthe. Puis il a posé le pistolet désarmé sur le comptoir de la cuisine, doucement, sans drame, de la même manière que l'on pose un verre dont on n'a plus besoin. Brett berçait son poignet contre sa poitrine. Son visage avait pris une autre sorte de rouge. Sa respiration était forte et ses yeux se déplaçaient de manière floue, comme ceux d'un homme dont le corps essayait de comprendre ce qui venait de se passer alors que son cerveau était encore 2 secondes en retard. Patricia n'avait pas bougé. Sa main était maintenant sur sa bouche. Darius a regardé Brett. 12 ans, dit-il. Force spéciale de la marine. Il a laissé cette information planer un instant, simple et sans complication. Vous avez pointé une arme sur le mauvais homme. Puis il s'est tourné vers Patricia. Il l'a regardée un moment, pas avec rage, pas avec le chagrin tremblant et les yeux humides d'un homme qui s'effondre. Il l'a regardée de la manière dont on regarde quelque chose que l'on vient de comprendre entièrement. Fini, résolu. Une question qui n'avait plus besoin d'être posée parce qu'il avait déjà la réponse. Ses yeux se remplissaient. Elle a commencé à dire son nom. Il s'est retourné et est sorti. Dans l'ascenseur, en descendant seul, son visage a changé juste un instant. Quelque chose a traversé ses traits qui n'étaient ni de la stratégie ni de la discipline. Quelque chose de privé, de lourd et de très ancien. Il l'a laissé être là le temps d'un étage. Puis les portes se sont ouvertes. Il a traversé le hall. Il a poussé la porte latérale pour sortir dans l'après-midi. Il est resté assis dans son camion un moment. Puis il a pris son téléphone. Dot, dit-il quand elle a répondu. J'ai besoin de venir te voir. Elle était sur le porche quand il est arrivé. C'était bien Dot. Elle ne posait pas de questions au téléphone. Ne vous faisait pas expliquer 2 fois. Elle entendait ce qu'elle avait besoin d'entendre dans les espaces entre les mots. Et puis elle était prête quand vous arriviez. Un verre de thé glacé sucré était posé sur la petite table à côté de sa chaise, déjà servie. Un autre était posé en face. Darius a monté les marches du porche et s'est assis. Dot l'a regardé. Vraiment regardé, comme elle l'avait toujours fait. De cette manière qui lui donnait l'impression d'avoir 12 ans et 41 ans en même temps. Elle n'a encore rien dit. Elle a pris son verre et a attendu. Il a parlé longtemps. Il lui a parlé du deuxième téléphone, de l'écran encore allumé sur le comptoir de la cuisine, des 2 messages, de la façon dont il les avait lus et avait reposé le téléphone exactement comme il l'avait trouvé.
Il lui a parlé du nom, Brett Callaway, et des 4 voyages consécutifs que Patricia avait fait à Sandy Springs. Il lui a parlé de l'appartement témoin, du pistolet, des 2 secondes que cela avait pris, du visage de Patricia quand la couleur en était partie. Dot a écouté tout cela sans un mot. Pas de souffle coupé, pas de main sur le cœur. Elle est juste restée assise là, dans la chaude soirée d'East Point, avec son thé et ses yeux stables, absorbant tout cela comme une personne absorbe quelque chose qu'elle est déjà en train de transformer en information. Quand il a fini, le porche était silencieux. Quelque part dans la rue, un chien aboyait après quelque chose. Une voiture est passée. Puis Dot a posé son verre. « Combien en sais-tu déjà » dit-elle. Ce n'était pas la question qu'il attendait. Pas « est-ce que ça va » ou « qu'est-ce que tu vas faire ?» Juste ça. Assez pour savoir qu'il y a plus, dit-il. Elle a hoché lentement la tête. Dis-moi les parties qui t'ont le plus dérangé. Pas le pistolet, pas la liaison. Les messages. Il lui a répété, le compte, l'instruction de le garder calme jusqu'à la fin du T3. Dot s'est penché en avant. Ses coudes se sont posés sur ses genoux et ses yeux se sont aiguisés d'une manière qu'il reconnaissait, le regard de la parajuriste, celui qui signifiait qu'elle triait, classait, construisait une structure à partir d'informations éparses. Chérie, dit-elle, cette femme ne fait pas que te tromper. Elle l'a dit doucement, pas cruellement, juste simplement, de la manière dont elle disait les choses qui devaient être entendues sans être adoucies. La liaison est réelle. Mais ce n'est pas le sujet. Elle a tapoté un doigt contre son genou. Tu ne dis pas à quelqu'un de garder une personne calme jusqu'à la fin du T3 à moins qu'il n'y ait un calendrier. À moins que quelque chose ne se passe et ait besoin de temps pour se terminer. Tu comprends ce que je dis ? Darius comprenait. Elle coordonne quelque chose, a dit Dot. Elle et cet homme travaillent sur quelque chose ensemble et ton mariage leur sert de couverture pendant qu'ils le font. Elle s'est rassise. La question est, quoi ? Et tu dois le découvrir avant de faire quoi que ce soit d'autre. Chaque petit détail. Tu ne bouges pas tant que tu n'as pas le tableau complet. Elle a pointé un doigt vers lui. Un seul coup, fait en sorte qu'il compte. Il l'a regardé, 67 ans, un M62, à la retraite depuis 6 ans, et elle était toujours la personne la plus perspicace qu'il connaissait dans n'importe quelle pièce. Il avait compris cela d'elle depuis son enfance. C'est pourquoi il l'avait appelée depuis le camion et personne d'autre. J'ai quelqu'un qui peut t'aider avec le côté financier, dit-il. Kevin. Oui. Dot a hoché la tête une fois. Alors appelle-le ce soir. Elle s'est penchée et a posé sa main sur son bras un instant. Pas un geste doux, un geste d'ancrage. Puis elle a repris son thé comme si la conversation était passée à sa phase suivante. Il a passé l'appel depuis l'allée, assis avec la vitre baissée et le moteur éteint. Kevin a décroché à la 2e sonnerie. Libère ton week-end, a dit Darius. J'ai besoin de tout expliquer. Une pause. Kevin n'a pas demandé de quoi il s'agissait ni pourquoi. Ce n'était pas sa façon de faire. C'est grave, dit-il. On est en train de le découvrir. Une autre pause. Puis je serai prêt. Darius a mis fin à l'appel. Il est resté assis 1 minute de plus dans la douce obscurité, ne regardant rien. Puis il a quitté l'allée de Dot et a dirigé le camion vers la maison. La maison était silencieuse quand il est entré. La lumière de la cuisine était allumée, comme Patricia la laissait toujours. Il y avait de la vaisselle dans l'égouttoir. Elle avait cuisiné quelque chose, nettoyé et était allée se coucher. Une soirée normale à tous les égards visible. Il a traversé la maison sans allumer d'autres lumières, a vérifié les portes par habitude, a posé ses clés sur le crochet. Elle dormait quand il est entré dans la chambre, sur le côté, lui tournant le dos, sa respiration lente, et la pièce sentait sa lotion, une odeur à côté de laquelle il s'était endormi pendant 8 ans. Il s'est mis au lit. Il ne l'a pas réveillé. Il est resté allongé sur le dos dans le noir, les yeux ouverts et les mains immobiles le long du corps, sa respiration contrôlée, son corps complètement au repos. En surface, il ressemblait à un homme qui dormait. Il ne dormait pas. Il était déjà à l'intérieur de l'opération. Le bureau à domicile de Kevin O'Malley ressemblait à l'intérieur d'un esprit qui ne s'arrêtait jamais de travailler. 2 moniteurs, un tableau blanc couvert de marqueurs rouges et noirs. Des dossiers alignés sur une étagère avec la précision d'un homme qui considérait le désordre comme une forme d'échec.
La pièce sentait le café et l'encre d'imprimante. Il y avait une chaise pour les invités. Kevin l'avait déjà sortie avant que Darius ne frappe. Darius a tout posé sur le bureau. Les relevés téléphoniques imprimés du deuxième numéro de Patricia. Le nom de la société écran, Hollis Property Solutions LLC, copié des messages de sa propre main. Les déclarations commerciales publiques de Brett Callaway, imprimées la veille sur le site du secrétaire d'État de Géorgie. Kevin a tout regardé sans rien toucher d'abord. Il a juste regardé, lu à distance, comme un homme lit une pièce avant d'y entrer. Puis il s'est assis, a avancé sa chaise et s'est mis au travail. Darius n'est pas resté au-dessus de son épaule. Il s'est servi un café de la cafetière sur la table d'appoint, s'est assis sur la chaise d'invité et a laissé Kevin opérer. C'était leur arrangement, depuis toujours. Darius apportait le problème. Kevin le démontait. Poser des questions pendant que Kevin travaillait, c'était comme parler pendant une opération chirurgicale. Techniquement possible, mais quelque chose qu'aucun d'eux ne ferait. La première heure fut silencieuse, à l'exception du bruit de la frappe et du crissement occasionnel d'un marqueur sur le tableau blanc. Kevin a extrait l'activité du deuxième téléphone de Patricia et l'a croisé avec une autre fenêtre, les relevés du compte professionnel du Washington Tactical Group, extrait du système interne du cabinet. Il cherchait des chevauchements, des dates, des montants, des schémas. Il a trouvé le schéma en 90 minutes. Il ne l'a pas annoncé. Il a juste pris un marqueur rouge et a écrit un nombre sur le tableau blanc. 118 000 $. Puis il s'est reculé et a laissé Darius lire. Sur 26 mois, a dit Kevin. Sa voix était égale, professionnelle. Petite somme, 1200 $ par-ci, 3000 $ par-là. Rien qui ne déclencherait une alerte automatique. Transféré depuis le compte professionnel sur lequel Patricia était co-signataire lors du refinancement il y a 3 ans. Il a tapoté le tableau blanc. Acheminé vers Hollis Property Solutions. Il a affiché un deuxième écran. J'ai suivi Hollis à travers 2 couches de paperasse. La société mère est Callaway Development Partners. Il a regardé Darius. La société holding de Brett Callaway. La pièce était très silencieuse. Darius a regardé le nombre sur le tableau blanc. 118 000 $, 26 mois. Des sommes assez petites pour rester invisibles. Un total assez grand pour compter. Il a pensé au refinancement. Il se souvenait d'avoir signé ses papiers à la table de la cuisine. Il se souvenait de Patricia à ses côtés, sachant déjà ce qu'elle finirait par faire avec l'accès qu'il lui donnait. Il n'a pas quitté le tableau blanc des yeux un long moment. Puis il a posé son café. Elle ne faisait pas que coucher avec lui, a dit Darius. Ce n'était pas une question. Non, a dit Kevin. Elle était son instrument. Elle avait accès à votre compte professionnel et elle l'a utilisé. Brett Callaway puise dans les fonds propres du Washington Tactical Group depuis plus de 2 ans. Et votre femme est la façon dont il y est parvenu. Kevin l'a dit sans inflexion. Ni cruel, ni doux, juste vrai, comme les faits sont vrais, sans se soucier de la façon dont ils sont reçus. Darius a absorbé l'information. Son visage n'a pas changé. Ses mains étaient immobiles. Il était le même homme qui s'était assis dans son camion devant un immeuble de condominium à Sandy Springs et avait décidé d'entrer. Le même homme qui avait gardé sa respiration stable pendant qu'un autre homme pointait une arme sur sa poitrine. La blessure était là. Elle était profonde et réelle, mais il ne l'a pas laissée remonter à la surface. Pas ici. Pas encore. Kevin a attendu. Que veux-tu faire, a-t-il demandé. Darius est resté silencieux un moment. Puis il a posé une question. Dis-moi tout sur Judith Callaway. L'expression de Kevin a légèrement changé. Pas de la surprise, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Il s'est retourné vers ses moniteurs. Il a sorti les dossiers personnels de Brett Callaway. Certificat de mariage déposé dans le comté de Fulton en 2001. Judith Ann Callaway, née Frazier, 51 ans. Le nom de sa famille était associé à 3 propriétés commerciales à Buckhead et à un trust foncier dans le comté de Cobb qui datait de 20 ans avant son mariage avec Brett. Vieille fortune d'Atlanta, du genre discret et établi. Le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer. Elle est mariée avec lui depuis 23 ans, a dit Kevin, lisant au fur et à mesure. Pas de dossier de divorce antérieur, pas de litige juridique public. Il a fait défiler l'écran. Mais il s'est arrêté.
Elle a engagé un consultant financier privé il y a 18 mois. Payé via un compte personnel, pas un compte joint. Il s'est penché vers l'écran. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à moins de regarder quelque chose que l'on ne veut pas que son mari voie. Il a jeté un regard à Darius. Elle se méfie, a dit Kevin. En privé, depuis un moment. Darius a hoché la tête une fois. Il a regardé le tableau blanc, le nombre en rouge, le nom de la société écran et la chaîne de propriété que Kevin avait esquissé au marqueur noir à côté. Il a classé soigneusement l'information sur Judith Callaway, comme il classait tout, précisément à sa juste place. Puis il s'est levé, a ramassé sa copie des documents et les a redressés contre le bureau. Il a quitté le bureau de Kevin avec une image complète de ce qui lui avait été pris et le début d'un plan qui était plus grand qu'un divorce. La maison sentait le poulet gerbe quand Darius est arrivé dans l'allée. Il est resté assis dans le camion un moment, juste assez longtemps pour le remarquer. Patricia savait exactement ce que cette odeur lui faisait. Elle le savait depuis leur 2e année de mariage, quand elle l'avait préparé pour la première fois un dimanche pluvieux et l'avait regardé manger 2 assiettes pleines sans dire un mot, ce qui pour Darius était la plus haute forme de louange. Elle l'utilisait maintenant. Il est sorti du camion et est entré. La cuisine était chaude et lumineuse. Patricia était au fourneau dans le tablier jaune qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air domestique, remuant le riz d'une main et consultant son téléphone de l'autre. Elle a levé les yeux quand il est entré et tout son visage s'est illuminé. Ce large sourire étudié qui l'avait convaincu pendant 8 ans qu'il était la chose qu'elle désirait le plus. « Salut chérie. » Elle a posé la cuillère et s'est approchée de lui, l'a embrassé sur la joue, lui a serré le bras. « Tu es parti toute la matinée. Tu commençais à me manquer. » « J'avais des choses à régler, a dit Darius. Elle est retournée au fourneau. « Assieds-toi. C'est presque prêt. » Il s'est assis. Il l'a regardée se déplacer dans la cuisine, confiante, sans hâte, jouant une version de l'épouse qu'elle avait clairement répétée. Le riz, le poulet. La façon dont elle lui a jeté 2 regards pour s'assurer qu'il la regardait. Elle jouait un rôle et elle était douée pour ça. Il pouvait voir les coutures maintenant, mais seulement parce qu'il savait où regarder. Il a mangé. Il lui a dit que le poulet était bon. Elle a rayonné. Les jours qui ont suivi avaient un rythme. Patricia a cuisiné 3 autres fois cette semaine-là. Elle a initié de petits contacts, une main sur son épaule en passant, ses doigts trouvant les siens pendant qu'il regardait la télévision le soir. Elle a posé des questions sur son travail avec un intérêt qu'elle n'avait pas montré depuis des années. Elle riait facilement. Elle était chaleureuse à la manière d'une femme qui avait pris une décision et gérait ses conséquences. Elle croyait que le pistolet avait fait l'affaire. C'était ça, le truc. Elle croyait que Brett pointant un 45 sur la poitrine de son mari avait brisé quelque chose en Darius. Sa confiance, sa fierté, sa volonté de se défendre. Son silence depuis ce jour, avait-elle décidé, était le silence d'un homme qui avait été effrayé et contraint à la retraite, et qui maintenant léchait tranquillement ses blessures. Elle n'avait pas d'autre cadre pour cela, parce qu'elle n'avait jamais vraiment compris qui était son mari. Darius a tout reçu. Les repas, la chaleur, la performance d'un mariage heureux. Il l'a reçu de la même manière qu'il recevait tout maintenant, patiemment, avec observation, sans montrer une seule de ses cartes. C'est le 4e soir qu'il a posé la question. Il nettoyait après le dîner. Patricia rinçait la vaisselle. Darius séchait. La cuisine était calme et ordinaire. Le genre de moment qui, dans une autre vie, aurait été facile. Et, dit-il, aussi nonchalamment que s'il parlait du temps. Est-ce que le virement automatique depuis le compte professionnel secondaire a été effectué? J'ai oublié de vérifier. Patricia n'a pas arrêté de rincer. Ses mains n'ont pas ralenti. Ses épaules ne se sont pas crispées. Oui, je crois, dit-elle. J'ai vu quelque chose passer la semaine dernière. Ça m'a semblé normal. D'accord, dit-il. Bien. C'était tout. Il a fini de sécher l'assiette dans ses mains et l'a mise dans le placard. Son visage était complètement neutre. Sa respiration était régulière, mais il avait entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Pas seulement le mensonge, bien que le mensonge fût là, lisse et immédiat, façonné par des années de pratique silencieuse. Ce qu'il a entendu en dessous, c'était la facilité avec laquelle il avait été prononcé. Il n'y a eu aucune hésitation, aucune légère pause pendant qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire.
Aucune micro-expression de culpabilité ne traversant son visage. Elle lui a menti comme la plupart des gens disent la vérité, automatiquement, sans coup, sans aucune conscience du poids de ce qu'elle faisait. Elle faisait cela depuis longtemps, pas des mois, des années. Il y a pensé en pliant le torchon et en le posant sur le comptoir. Il a pensé au nombre de conversations qu'ils avaient eues dans cette cuisine, au nombre de soirées tranquilles qui avaient semblé être la paix mais qui étaient autre chose. Combien de fois il l'avait cru sur parole et n'avait jamais songé à la remettre en question parce qu'il était le genre d'homme qui ne supposait pas que les gens qu'il aimait travaillaient contre lui. Elle avait su cela de lui. Elle avait compté dessus. Il a dit bonne nuit à 22 heures. Elle l'a embrassé et a dit qu'elle monterait bientôt. Il est allé au bureau à domicile et a fermé doucement la porte derrière lui. 40 minutes plus tard, l'écran de son ordinateur portable affichait l'échange que la surveillance de Kevin avait signalé sur la deuxième ligne de Patricia. Il se radoucit, avait-elle envoyé. La réponse de Brett est revenue en moins de 2 minutes. Tu as géré ça parfaitement. Darius a lu les 2 messages une fois. Puis il a pris son téléphone et a appelé Tandot. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Comment tu tiens le coup, a-t-elle demandé. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, a regardé le plafond un moment. Ce n'est plus une étrangère maintenant, dit-il. C'est la partie qui aide. Dot est restée silencieuse à l'autre bout du fil. Alors bien, certain. C'est ce que je fais, dit-il. Il a raccroché et s'est retourné vers son bureau. Il a ouvert un document vierge sur son ordinateur portable. En haut, il a tapé une seule ligne en en-tête. Puis il a commencé à écrire, chaque partie, chaque document, chaque étape dans la séquence exacte qui rendrait impossible pour quiconque de devancer ce qui allait arriver. L'appel est arrivé à 7h14 du matin. Darius était déjà réveillé, depuis 5 heures, assis à la table de la cuisine avec un café, dans le calme qui précédait le réveil de Patricia. Il a décroché à la première sonnerie. Tu dois venir, a dit Kevin. Pas de salutation, pas de préambule, juste ça. Darius a posé sa tasse. Dans combien de temps? Maintenant. Le bureau de Kevin était comme toujours quand il était plongé dans quelque chose. Plusieurs écrans allumés, des papiers disposés en colonnes serrées. La corbeille pleine de pages imprimées qu'il avait déjà dépassées. Il était debout quand Darius est arrivé, ce qui était inhabituel. Kevin était un homme qui s'asseyait pour travailler. S'il était debout, c'est qu'il n'avait pas pu s'asseoir. Il a pointé un document sur l'écran central sans rien dire d'abord. Darius s'est penché et a lu. C'était un dépôt de procuration. Datant de 14 mois, signé au nom de Darius Washington, accordant à Patricia Washington l'autorité d'exécuter des accords financiers et juridiques au nom de son conjoint pour les affaires liées à l'entité commerciale listée en haut de la page. L'entité commerciale était le spa de Patricia. Darius s'est redressé lentement. Ce n'est pas ma signature, dit-il. Non, dit Kevin. Ce n'est pas la tienne. Il a ouvert une deuxième fenêtre. Puis une troisième. Côte à côte, 3 documents différents que Darius avait légitimement signés au fil des ans, extraits de leurs dossiers commerciaux. Les signatures étaient proches, pratiquées. Quelqu'un avait passé beaucoup de temps à étudier comment il écrivait son nom, mais ce n'étaient pas les siennes. Kevin a dit, la société de développement de Brett a une participation financière silencieuse dans le spa. Déposée discrètement par le biais d'une filiale LLC. Nom différent, agent enregistré différent. Mais qui remonte à lui par 2 transferts. Cela a été mis en place le même mois que la procuration a été déposée. Il a fait une pause. Le spa que Darius Washington a financé avec $60 000 est personnellement garanti et maintenant partiellement gagé par l'homme qui couche avec sa femme. La pièce était très silencieuse. Darius s'est détourné de l'écran et a regardé le mur un moment, non pas parce qu'il avait besoin de réfléchir. Il réfléchissait déjà, clairement et rapidement. Il s'est détourné parce qu'il avait besoin d'une seconde loin d'un écran rempli de preuves de la manière dont il avait été complètement utilisé. Il a pris 7 secondes, puis il s'est retourné. Les textos, dit-il. Kevin les a affichés. Ils provenaient des relevés du deuxième téléphone de Patricia, la même ligne qui avait déjà révélé la piste des $118 000. Les messages de Brett à Patricia il y a 14 mois se lisaient comme un tutoriel. Étape par étape. Signe ici. Utilise ce langage. Dépose-le auprès de ce bureau. N'en parle à personne.
Patient, délibéré, spécifique. Les messages d'un homme qui avait déjà fait ce genre de choses et était confiant qu'il ne se ferait pas prendre cette fois-ci. Patricia avait suivi chaque instruction. Darius a lu le fil de discussion une fois, jusqu'à la fin. Puis il a dit, trouve-moi le nom d'un expert comptable judiciaire, quelqu'un sans lien avec Patricia, sans lien avec Buckhead, sans lien avec quoi que ce soit qu'elle ait jamais touché. J'ai déjà 2 candidats, a dit Kevin. Choisis le meilleur. Darius s'est redressé. Et j'ai besoin d'un avocat. Spécialisé en contentieux civil et en renvoi pénal. Même exigence. Aucune intersection avec son monde. Aucun contact commun. J'aurai les 2 d'ici la fin de la journée. Darius a hoché la tête une fois. Prépare-moi le dossier complet. Chaque virement, chaque dépôt de LLC, la procuration, les textos directifs. Je le veux en ordre. Je le veux bétonné. Kevin le regarda fixement. Il sera bétonné. Il est allé chez Tante Dot cet après-midi-là. Elle était à sa table de cuisine quand il est arrivé, lunettes de lecture sur le nez, une tasse de thé à portée de main. Il a posé le dossier de documentation de Kevin devant elle, imprimé, classé par onglet, et s'est assis en face d'elle sans rien dire. Elle l'a pris et a commencé à lire. Elle n'a pas précipité les choses. Elle a tourné chaque page comme elle avait tourné 10 000 pages en 30 ans de carrière de parajuriste, soigneusement, avec une attention totale, revenant parfois en arrière pour vérifier quelque chose qu'elle avait noté. Darius a bu son thé et a attendu. 20 minutes ont passé. Dot a posé la dernière page et a enlevé ses lunettes. Le dépôt de la procuration, dit-elle. Il a été notarié. Oui. Ce qui signifie que quelqu'un dans un bureau de notaire n'a pas vérifié l'identité ou a été payé pour ne pas le faire. Elle a tapoté la page. C'est un 2e point d'exposition criminelle. Votre avocat voudra le signaler séparément de la contrefaçon elle-même. Darius a sorti un petit carnet et l'a noté. Dot s'est penchée en arrière dans sa chaise. Elle a regardé la pile de documents un long moment et quelque chose a traversé son visage. Pas de la surprise, même pas de la colère. Quelque chose de plus ancien et de plus calme que les deux. Puis cela s'est calmé et elle était de nouveau vive d'esprit. Voici comment ça va se passer, dit-elle. Beverly et Roy la prennent en même temps que Patricia, pas avant. Parce que s'ils la prennent avant, Patricia recevra un appel d'avertissement. Pas après, parce qu'alors elle aura eu le temps de construire une histoire. La voix de Dot était égale et précise. Tout le monde la prend dans la même pièce, au même moment, de ta part. De cette façon, il n'y a rien à rétracter et nulle part où fuir. Darius a également noté cela. Ils ont passé en revue le reste de la séquence ensemble. L'avocat, l'expert comptable judiciaire, l'ordre des dépôts, le timing. Dot a posé 3 autres questions, chacune soulevant un point que Darius n'avait pas encore entièrement planifié. Il y a répondu. Elle a affiné le plan. Quand ils ont eu fini, il a rassemblé les documents et les a remis dans le dossier. Il est rentré chez lui. La voiture de Patricia était dans l'allée. Les lumières étaient allumées dans la cuisine. Il est entré, l'a salué, et après le dîner, il a pris son téléphone et a tapé « Peux-tu te libérer samedi ? J'aimerais inviter tes parents à dîner. » Sa réponse est arrivée en 4 minutes. « Oui, ça a l'air super, chérie. J'appellerai maman ce soir. Je suis vraiment content que tu aies dit ça. » Il l'a lu une fois, a posé le téléphone face contre le bureau, et est allé se coucher. Beverly et Roy Holloway sont arrivés à 18h précises. Beverly était le genre de femme qui n'était jamais en retard. Elle considérait cela comme une forme de respect, et elle étendait cette courtoisie même aux dîners informels. Elle est entrée par la porte d'entrée dans une robe bordeaux, Roy derrière elle en chemise à col et pantalon. Tous deux portaient l'énergie particulière des gens à qui l'on a dit que les choses s'amélioraient et qui voulaient y croire. Ça sent merveilleusement bon, a dit Beverly, en serrant Darius dans ses bras. Elle était chaleureuse comme Patricia était chaleureuse, de manière étudiée, délibérée, assez sincère pour que l'on ne la remette pas en question avant d'avoir une raison de le faire. Roy a serré la main de Darius, fermement. C'était un homme calme, un directeur de lycée à la retraite, et il avait toujours respecté Darius à la manière des hommes qui reconnaissent la stabilité chez les autres. Content de te voir, fiston. Content de vous voir aussi, a dit Darius. Entrez. Le dîner est presque prêt.
La table était mise correctement, 4 places, puis une 5e que Darius a ajoutée sans commentaire. La nourriture était déjà sur le feu. Côtelettes de porc étouffées, riz, choux verts. Il cuisinait depuis 14 heures. Patricia avait flotté dans la cuisine toute la journée, goûtant les plats, lui touchant le bras, lui disant que les choux verts sentaient exactement comme il fallait. Elle était bien habillée. Elle était coiffée. Elle avait rayonné toute la journée avec le soulagement particulier d'une femme qui croyait que le pire était derrière elle. Elle était dans le salon avec sa mère quand on a frappé à la porte. Darius a répondu. Tante Dot se tenait sur le porche dans son beau manteau, ses lunettes de lecture pliées dans sa poche de poitrine. Une tarte à la patate douce dans les 2 mains. Bonsoir, dit-elle. Bonsoir, Dot. Il a pris la tarte et s'est écarté. Patricia est apparue dans le couloir. Elle s'est figée. Ce n'était pas une immobilité dramatique. Rien que Beverly ou Roy, venant du salon, n'aurait catalogué comme significatif, mais Darius l'a vu. Le retard d'une demi-seconde avant que son visage ne se réarrange en quelque chose d'accueillant. Le rapide recalcul derrière ses yeux. Tante Dot, dit-elle. Je ne savais pas que tu venais. Darius m'a invité. Dot a tendu son manteau à personne en particulier et s'est dirigée vers la salle à manger comme si elle y avait été 100 fois, ce qui était le cas. Beverly, tu as l'air en forme. Beverly a souri. Dorothy, ça fait trop longtemps. Ils se sont assis pour dîner. Tous les 5. La nourriture était bonne. Darius s'en était assuré. La conversation s'est déroulée comme elle le fait aux tables familiales, facile et sans hâte, portant sur le jardin de Roy, la chorale de l'église de Beverly, le temps. Patricia s'est détendue peu à peu. Elle a ri à quelque chose que Roy a dit. Elle a rempli le verre d'eau de Beverly sans qu'on le lui demande. Darius a laissé faire jusqu'à ce que les assiettes soient presque vides. Puis il s'est levé, s'est dirigé vers le comptoir de la cuisine et est revenu avec un dossier manille. Il l'a posé au centre de la table. Sans fioriture, sans annonce. De la manière dont un homme pose un rapport terminé parce que le travail est fait et que ce qui est à l'intérieur parle de lui-même. Tout le monde l'a regardé. Le sourire de Beverly s'est adouci en quelque chose d'incertain. Roy a posé sa fourchette. Darius s'est rassis et a croisé les mains. Beverly. Roy. Sa voix était calme et égale. Je vous ai invité ici ce soir parce que vous méritez d'entendre cela directement de moi. Pas dans un appel téléphonique plus tard, pas à travers la version de Patricia. De moi, à cette table. Darius, a dit Patricia. La liaison a commencé il y a 26 mois. Il l'a dit comme on lit une date sur un calendrier. Son nom est Brett Callaway, promoteur immobilier de Sandy Springs. Patricia le rencontre régulièrement depuis lors. Je l'ai confirmé moi-même. La main de Beverly a glissé lentement de la table sur ses genoux. Au cours de ces mêmes 26 mois, a poursuivi Darius, 118 000 $ ont été transférés d'un compte du Washington Tactical Group que Patricia avait co-signé lors d'un refinancement d'entreprise. Transférés en petites sommes vers une société écran. Cette société écran remonte à la société holding de Brett Callaway. Il a ouvert le dossier et a fait glisser le premier document vers le centre de la table. Ceci est le relevé des transferts. Kevin O'Malley, mon associé, ancien des renseignements de l'armée, l'a compilé. Roy s'est penché en avant. Il a regardé la page. Il n'a pas repris sa fourchette. Ce n'est pas, a dit Patricia. Ces chiffres ne sont pas ce qu'ils semblent être. Darius a fait glisser un deuxième document. Il y a 14 mois, la société de développement de Brett Callaway a déposé une participation financière silencieuse dans le spa de Patricia. Mon spa. Celui que j'ai financé avec 60 000 $ est personnellement garanti. Il a fait une pause. Le dépôt a utilisé une procuration signée à mon nom. Je ne l'ai pas signée. Beverly a levé les yeux du document. Elle a falsifié son nom sur des documents légaux. La voix de Dot était la seule autre voix dans la pièce qui avait parlé au cours des 2 dernières minutes. Elle ne l'a pas élevée. Elle a regardé Beverly directement. De la manière dont une femme en regarde une autre quand il est inutile d'adoucir la chose qui doit être dite. Ce n'est pas un mariage en difficulté. C'est un crime contre l'homme qui a construit tout ce qui se trouve dans cette maison. Le silence qui a suivi était complet. La bouche de Patricia s'est ouverte, puis s'est refermée.
Elle a regardé le dossier, le visage de sa mère, les mains de Roy, plates et immobiles sur la table à côté d'une fourchette qu'il n'avait pas touchée. Elle a regardé Darius. Il n'y avait plus rien à dire que les documents n'avaient déjà répondu. Brett Callaway a bien dormi le dimanche soir. C'était la chose que personne ne croirait plus tard, qu'il s'est couché sans souci, s'est versé 2 doigts de Blanton S, a regardé 1 heure de télévision, et a dormi comme un homme sans rien qui le préoccupe. Il avait envoyé 2 textos à Patricia pendant le week-end et n'avait rien reçu en retour, mais ce n'était pas inhabituel. Parfois, elle se taisait pendant 1 jour ou 2. Cela faisait partie de la gestion de la situation. Il comprenait cela. Il s'est réveillé à 7h30. Il a pris une douche, a mis un blazer anthracite sur une chemise Oxford blanche parce qu'il avait une visite de chantier à 11h à Alpharetta, a fait du café dans la cuisine du condominium de Sandy Springs qu'il gardait pour le travail. Où c'est ce qu'il disait aux gens. Il s'est tenu près de la baie vitrée, regardant le trafic matinal s'accumuler sur la 400 en contrebas. Il se sentait bien. Le projet de Dunwoody avait obtenu son dernier permis. Un nouvel investisseur était entré dans le projet de Brookhaven. Les choses bougeaient. Son téléphone a sonné à 8h52. C'était Gérald, son avocat. Brett a posé son café. Gérald n'appelait pas avant 9h à moins que quelque chose ne l'exige. Gérald, quoi de neuf? Brett, j'ai besoin que tu t'assoies. Je suis debout. Parle-moi. La voix de Gérald avait la platitude particulière d'un homme qui choisit ses mots comme on choisit ses pas en traversant de la glace. Une plainte pour expertise comptable frauduleuse, dit-il. Déposée vendredi après-midi auprès du bureau du secrétaire d'État de Géorgie. Elle nommait directement la société holding de Brett. Transfert d'actifs frauduleux, documentation falsifiée. Et jointe à la plainte, c'était la partie où la voix de Gérald baissa encore plus, se trouvaient des relevés de messages textes imprimés. Quel message texte, a dit Brett. Gérald lui en a lu 2. Brett les a reconnus immédiatement, mot pour mot. Ses propres mots, envoyés de son propre téléphone il y a 14 mois, guidant Patricia pas à pas pour le dépôt de la procuration. Il a posé sa tasse de café sur le comptoir, très soigneusement. Qui l'a déposé, dit-il. Le plaignant est listé comme Washington Tactical Group LLC. Gérald a fait une pause. Brett, qui est Darius Washington? Brett n'a pas répondu à cela. Il était toujours debout près de la fenêtre quand le hall a appelé à 9h24 pour dire qu'il y avait une avocate dans l'immeuble qui le demandait par son nom. Pas Gérald, quelqu'un dont il n'avait jamais entendu parler. Il a dit au hall de la faire monter. C'était une femme d'une 50aine d'années, tailleur sombre, mallette en cuir, le calme particulier de quelqu'un qui a livré de mauvaises nouvelles si souvent que cela n'affecte plus sa posture. Elle s'est présentée comme l'avocate de Judith Callaway. Brett est devenu froid d'une manière que le café du matin ne l'avait pas préparé. Elle ne s'est pas assise. Elle ne lui a pas demandé de s'asseoir non plus. Elle lui a tendu une enveloppe et est restée silencieuse pendant qu'il l'ouvrait. Judith avait demandé le divorce. Vendredi matin, avant la plainte au secrétaire d'État, a-t-il enregistré, hébété. Ce qui signifiait que 2 choses distinctes avaient été déposées le même jour, venant de 2 directions différentes, et qu'aucune n'avait de rapport avec l'autre. La demande incluait une réclamation pour transfert frauduleux. Le propre expert comptable de Judith, notait la lettre, travaillait depuis 2 semaines. La réclamation était exhaustive. Tous les comptes joints et professionnels étaient gelés à compter de ce matin. La demande visait la résidence principale à Buckhead, la propriété au bord du lac dans le comté de Rabin, et tous les actifs liquides documentés. Madame Callaway n'a aucun intérêt à communiquer directement, a dit l'avocate. Si vous avez des questions, adressez-les-moi. Elle a laissé une carte sur le comptoir de la cuisine et est sortie elle-même. Brett est resté au milieu du condominium, le document à la main, la fenêtre derrière lui. Atlanta, 30 étages plus bas, vacant à ses occupations matinales comme si rien de tout cela ne se passait. Il a appelé Patricia. Ça a sonné 4 fois et est tombé sur la messagerie vocale. Il a rappelé. Messagerie vocale. Il lui a envoyé un texto. Appelle-moi maintenant. C'est grave. Les 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis plus rien. On a frappé à la porte à 9h47. Un coursier en polo, avec un porte-bloc, une enveloppe matelassée. Brett a signé sans réfléchir.
Il a fermé la porte et a regardé l'adresse de l'expéditeur. Pas de nom de société, juste un nom, D. Washington. Il l'a ouverte. Une seule feuille de papier, en tête personnelle, propre, minimaliste, le genre qu'un homme professionnel utilise quand il veut s'assurer que le document a l'air de ce qu'il est. 3 phrases imprimées en caractères noirs simples. Le pistolet n'a pas fonctionné. Rien d'autre ne fonctionnera non plus. Je vous suggère de contacter un avocat pénaliste avant midi. Brett l'a lu 2 fois, puis une 3e. Il a rappelé Patricia. Rien. Il est resté un long moment dans la cuisine de son condominium de Sandy Springs. Puis, sans trop savoir pourquoi, il a descendu le couloir, a pris les escaliers jusqu'au 4e étage et est entré dans l'appartement témoin avec sa clé passe-partout. La pièce était exactement comme elle avait toujours été. Meubles de démonstration, lignes épurées, un comptoir de cuisine où un 45 désarmé avait autrefois reposé à côté d'un chargeur tombé et d'une seule douille en laiton sur la moquette. Brett s'est tenu au milieu de la pièce. Il a pensé au rire. Il s'était dit dans les jours qui ont suivi que c'était du bluff, que c'était le genre de bruit qu'un homme fait quand il a peur et essaie de ne pas le montrer. Il s'était dit cela parce que l'alternative, il la comprenait maintenant. Ce n'était pas de la bravade. Ce n'était pas de la peur déguisée en autre chose. C'était le son d'un homme qui était entré dans cette pièce en sachant déjà comment elle se terminerait. Un homme à qui l'on avait donné le premier coup d'une partie qu'il avait déjà terminée. Brett Callaway se tenait seul dans l'appartement témoin, fixant le comptoir de la cuisine, et comprit parfaitement ce que ce rire avait signifié. La loi a suivi son cours comme Darius l'avait toujours su, pas rapidement, mais sûrement. Son avocat a déposé le renvoi pénal le lundi suivant la plainte au secrétaire d'État. Le bureau du procureur l'a pris en charge en une semaine. Les messages textes ont fait la plus grande partie du travail. Brett avait été minutieux dans ses instructions à Patricia, envoyant des instructions étape par étape avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais envisagé que quelqu'un les lirait. Cette minutie est devenue le dossier d'accusation. Un procureur n'a pas besoin de construire une histoire quand l'accusé l'a déjà écrite de ses propres mots. L'avocat de Brett a passé 3 semaines à essayer de négocier l'accusation de complot pour la réduire à une affaire civile. Le procureur a refusé 2 fois. La 4e semaine, Brett a plaidé non-contestation. 12 mois d'assignation à résidence, 5 ans de probation, restitution financière complète au Washington Tactical Group ordonnée par le tribunal et documentée au dollar près. Et une interdiction permanente d'occuper tout poste de dirigeant ou d'administrateur dans toute entité commerciale enregistrée dans l'État de Géorgie. Darius n'était pas dans la salle d'audience. Il n'avait aucune raison d'y être. Son avocat lui a envoyé un texto quand ce fut terminé. Il l'a lu à son bureau, a posé le téléphone face contre table et est retourné à la proposition qu'il rédigeait pour un nouveau contrat fédéral. Les projets de développement se sont effondrés selon leur propre calendrier, comme le font toujours les choses mal construites. 2 chantiers sous contrat ont fait défaut dans les 60 jours suivant le gel des comptes. Les sous-traitants ont déposé des privilèges. Les propriétés sont entrées en redressement judiciaire. Les partenaires financiers de Brett, des hommes qui avaient toléré sa personnalité pendant des années parce que son argent en valait la peine, se sont retirés discrètement et ne se sont pas expliqués. L'un a envoyé un bref email. Les autres ont simplement cessé de répondre aux appels. L'Atlanta Business Chronicle a publié le jugement du tribunal dans sa colonne hebdomadaire des avis juridiques. 4 phrases. Le nom de Brett Callaway, sa société, l'accusation, la peine. Pas de photo, pas d'analyse, juste le dossier imprimé en petits caractères à la page 12, là où les gens qui avaient besoin de le voir le verraient. Son adhésion au Country Club est arrivée à son renouvellement annuel en novembre. Elle n'a pas été renouvelée. Personne n'a passé d'appel à ce sujet. Personne n'en a eu besoin. Ces choses ont leur propre gravité dans certaines parties d'Atlanta. Judith a pris la maison de Buckhead et la propriété au bord du lac dans le comté de Rabin. Son expert comptable judiciaire avait été minutieux. Le règlement le reflétait. Brett a emménagé dans un hôtel de séjour prolongé pour entreprise à Dunwoody. Un bâtiment propre, beige, complètement anonyme près de l'île 285 où les couloirs sentaient le nettoyant pour moquette et où personne ne posait de questions sur votre situation. Sa chambre avait un petit réfrigérateur et une fenêtre qui donnait sur le parking. Il avait 44 ans. Il avait toujours mal au poignet. Les matins froids, il avait une douleur spécifique, profonde dans l'articulation où le levier avait été appliqué.
Il pensait au rire plus qu'à toute autre chose de cette journée. L'avocate de Patricia a été directe avec elle. Contester le divorce signifiait comparaître dans des procédures civiles. Les procédures civiles signifiaient que le dossier complet de fraude, les transferts, les dépôts de LLC, la procuration falsifiée, chaque message texte directif, deviendrait partie du dossier public, accessible, consultable, son nom sur tout cela, de manière permanente. Elle a signé les papiers sans contestation un jeudi après-midi d'octobre. Son avocate l'a raccompagnée hors du bâtiment et ce fut la fin. Le spa a été mis sous scellé dans la semaine. C'était un bien matrimonial et un instrument de fraude, et le tribunal l'a traité comme les deux. La vitrine de Buckhead est restée sombre, les stores baissés, un avis collé à l'intérieur de la vitre. Les voisins de chaque côté ont continué leurs affaires. Personne dans cette rue ne la connaissait assez bien pour poser des questions. Elle a trouvé un appartement d'une chambre à 2 catures, au 2e étage, avec une fenêtre qui recevait la lumière du matin. Elle a trouvé un emploi dans un spa de soins de la peau à Marietta. Pas son propre établissement, pas son propre nom sur la porte, juste ses mains, sa licence et ses heures. Elle était douée pour son travail. Elle avait toujours été douée pour son travail. Elle n'a plus jamais contacté Brett Callaway. Elle n'a pas essayé. 14 mois après que le dossier a été posé sur la table du dîner, le Washington Tactical Group était plus grand qu'il ne l'avait été avant que tout cela ne se produise. Le jugement civil avait permis de récupérer l'intégralité des 118 000 $ plus les frais de justice. Kevin avait tiré parti de l'expérience, de la vulnérabilité, de la lacune documentaire, de la lente hémorragie par un cosignataire de confiance, et en avait fait quelque chose. Une architecture de protection financière pour les petites entreprises, des protocoles d'audit trimestriels, des contrôles de comptes à plusieurs niveaux, des journaux d'accès avec des alertes automatiques. Il l'avait présenté de manière claire et 3 clients avaient déjà signé. 2 autres étaient en discussion. Transformer la blessure en produit, avait dit Kevin, et Darius l'avait regardé un moment puis avait hoché la tête parce que c'était exactement ça. Darius avait vendu la maison de Cascade Heights au printemps. Il n'en éprouvait aucun chagrin particulier. C'était une superficie dont il n'avait jamais eu besoin, dans une version de sa vie qui n'existait plus. Il a acheté une maison plus petite à Vine City, avec un vrai garage, un jardin gérable. Il a construit la terrasse lui-même en 3 week-ends en juin, mesurant 2 fois, coupant 1 fois, faisant les choses comme il les faisait toujours. Un dimanche soir de fin juillet, Darius était assis sur la terrasse qu'il avait construite. L'air était chaud et calme. Kevin était assis à proximité, une bière à la main, ne parlant de rien en particulier. De l'intérieur de la maison venaient les bruits de tante Dot dans la cuisine. Porte de placard, une casserole, le faible bourdonnement d'une femme qui exprimait son amour par l'acte de nourrir les gens, l'odeur de quelque chose de bon flottant à travers la moustiquaire. Kevin le regarda. « Ça va ?» Darius resta silencieux un moment. Il regarda le jardin, non pas vers quelque chose qu'il cherchait encore à atteindre. Juste devant lui, serein, présent. « Oui, dit-il. Ça va. » Il le pensait. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. J'en ai sélectionné 2 autres pour vous que je pense que vous aimerez vraiment.